C'est une nouvelle semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information dont voici les titres. 28 agents des douanes congolaises évoluant à la direction départementale des douanes de la Songa ont prêté serment au tribunal de grande instance de Bissau, conformément au code douanier CEMAC. Vous le verrez dans quelques minutes. Comment l'étudiant Van Baner Ibarra a pu être assassiné froidement par les bébés noirs à Talangaï? Le procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Brazzaville, a effectué une descente sur les lieux pour la reconstitution des faits. Il a par ailleurs visité le site où est détenu les présumés délinquants arrêtés dans le cadre de l'opération Coup de poing. Le reportage de Destin Patience Wadiabatou est à suivre également. Et puis, vers la relance des activités de la centrale hydroélectrique du Djoué à Madibou, cette centrale a été concédée à la société Hydro Opération Internationale. Un audit technique de cette infrastructure électrique a été lancé ce jour par le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie. Voilà pour les éléments de titrail. Merci de votre attention. En séjour à Oyo, dans le département de la Cuvette, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience ce jour une délégation du Front de libération du Mozambique. Daniel Chapo, secrétaire général de ce parti et candidat à la présidentielle du 9 octobre prochain dans son pays, est venu solliciter le soutien moral du président de la République du Congo. Roger Essouli pour le reportage. Les entretiens entre Daniel Chapo, secrétaire général du Frélimo, Front de libération du Mozambique, avec le chef de l'État congolais, ont été axés autour de la présidentielle mozambicaine d'octobre prochain, à laquelle l'actuel secrétaire général du Frélimo sera le candidat de son parti. À cet effet, ce cadre membre du bureau politique du Frélimo est venu solliciter l'appui moral du président Denis Sassou Nguesso, grand ami du Mozambique qui a beaucoup œuvré pour la libération de ce pays d'Afrique australe du joug colonial. We have a good relation between our party and our country. Le Mozambique et le Congo ont toujours eu des relations historiques et donc nous voulons que celles-ci se poursuivent. Nous avons aussi des relations historiques entre nos deux partis et nous souhaitons donc que ces relations s'affermissent davantage. Nous sommes à la veille du lancement de notre campagne présidentielle donc qui débutera le 24 août pour 45 jours et donc nous allons faire face à de grands défis au cours desquels nous aurons besoin donc d'avoir à nos côtés nos alliés de toujours. Nous sommes venus dire merci au président Sassou Nguesso pour les bonnes relations qui ont toujours existé entre nos deux pays et merci beaucoup au Congo pour la relation que nous avons. Nous avons aussi évoqué donc ici la question donc de l'élection qui se tiendra en octobre. Et nous pensons qu'ensemble, nous serons plus forts. Pierre Moussa, le secrétaire général du Parti congolais du travail qui a accompagné son camarade du Frélimo, a souligné les liens d'amitié et de solidarité qui lient étroitement le PCT au Frélimo. Le Frélimo et le Parti congolais du travail sont deux vieux partis et surtout deux grands partis. Mais nous avons toujours mené des luttes ensemble. D'abord dans le cadre de la libération de l'Afrique australe, dans le cadre de la libération des anciennes colonies portugaises. Et le Frélimo et le PCT ont toujours lutté ensemble. Je crois que, comme a conclu le président Sassou, il ne fait aucun doute que le Frélimo s'achemine vers une victoire assurée. Et donc, comme il a dit, nous avons là affaire déjà au futur président du Mozambique. Soulignons que le Frélimo est ce parti politique du Mozambique fondé par Samora Machel le 25 juin 1962 à Dar es Salaam en Tanzanie durant la guerre d'indépendance de ce pays. Il a depuis abandonné l'idéologie communiste et appartient aujourd'hui à l'Internationale socialiste.
Ce lundi, le Premier ministre, chef du gouvernement, a effectué une descente de terrain sur le chantier de construction du pont intégrateur sur la Sanga entre Ouesso et Pokola. Anatole Kouliné-Makosso, qui a été émerveillé de voir une infrastructure provisoire pour permettre le passage des engins, a pu constater le niveau d'exécution des travaux financés par la BDAC, Banque de développement des États de l'Afrique centrale, qui accuse des retards de décaissement. Pont Duclerc Pondungué. Pour répondre aux besoins d'intégration régionale de l'Afrique centrale, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, lançait le 20 mai 2023 les travaux de construction d'un pont mixte de 616 mètres linéaires sur la Sanga entre Ouesso et Pokola, en complément des travaux d'aménagement et du bitumage du corridor 13, tronçon Ouesso-Pokola long de 47,8 km. 18 mois après, le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso, accompagné du ministre d'État en charge des infrastructures Jean-Jacques Bouya, des cadres de la délégation générale aux grands travaux et des responsables de la société chinoise CRBC, s'est rendu sur le chantier pour une visite d'inspection afin de constater les réalisations effectuées, d'évaluer ce qu'il reste à accomplir et d'identifier les éventuels obstacles. L'engagement pris par le président de la République de construire un pont sur la Sanga était un engagement ferme. Nous avons procédé au lancement des travaux. Mais il y a beaucoup d'autres opérations préliminaires qu'il fallait réaliser. L'ouvrage ne se fait pas en un jour. Et vous avez bien vu qu'il nous fallait venir constater ce qui se fait déjà. On a été obligé, du point de vue pratique déjà, d'avoir ce pont transitoire qui va jouer deux rôles. Le premier rôle, c'est permettre justement à l'entreprise qui est en train de réaliser le grand ouvrage de s'appuyer sur ce pont pour réaliser l'ouvrage avec le pont parallèle qui va passer par ici, donc le pont définitif. Le second rôle, c'est qu'entre-temps, effectivement, ça aura déjà permis de soulager les populations qui ne vont pas être obligées de passer toujours par le bac, et qui auront, à partir de ce moment, un ouvrage qui leur permettra justement de faire écouler leurs produits, de circuler librement. À entendre le chef du gouvernement, les travaux en cours répondent à un plan qui se déroule conformément aux prévisions. C'est pour dire que le gouvernement ne s'était pas engagé par hasard. Ce n'était pas de l'aventure, quoique tout ouvrage est une aventure. Réaliser un ouvrage ici, et même le fait pour nous de nous retrouver au milieu de la Sanga, sur un pont, quoique transitoire, c'est un exploit qui est en train de se réaliser sous nos yeux. On ne se rend peut-être pas compte, mais c'est quelque chose de fort ici. Et je ne pense pas que les populations de la Sanga puissent me contredire sur ce point. Pour le Premier ministre, il était nécessaire de s'assurer de toutes les garanties. Il y a eu un retard de décaissement de la part de la BDAC et qui nous aide à financer cet ouvrage. Et nous avons appelé dans nos bureaux le président de la B2AC, à qui nous avons donné des instructions conformément aux orientations du président de la République et qui nous a rassuré que d'ici là, effectivement, un nouveau décaissement pourrait être fait pour permettre à l'entreprise d'accélérer les travaux. Il n'y a pas qu'ici, nous avons aussi le même ouvrage sur la route d'Olizy, frontière du Gabon, qui obéit au même mode de financement. Et conformément aux orientations du président de la République, nous sommes en train d'œuvrer pour que ces décaissements se fassent normalement, que le gouvernement exécute son engagement, que la BDAC, qui s'est engagée aussi, exécute les siens et que ces ouvrages soient mis à la disposition des populations dans les meilleurs délais. La société CRBC en charge des travaux est une entreprise expérimentée pour avoir exécuté d'autres projets de grande envergure. Voilà, merci France Duclerc Pondungué. Il vous souviendra que le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Kouliné-Makosso, avait lancé il y a quelques semaines les activités du programme national des filets sociaux, un programme qui vise à soutenir les couches vulnérables en vue de leur autonomisation. Eh bien, le chef du gouvernement a relevé l'opportunité d'un tel programme dans un contexte marqué par la croissance de la demande sociale. Serge Bruno Menata. En lançant le programme national des filets sociaux conçu pour apporter de façon pérenne l'aide sociale non contributive aux couches vulnérables sur l'ensemble du territoire national, le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kouliné-Makosso, a salué l'appui multiforme des partenaires techniques et financiers. Toute notre gratitude à l'endroit de la Banque mondiale
pour son appui à l'action du gouvernement dans le secteur de la protection sociale non contributive. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'Agence française de développement, qui est un partenaire de premier ordre du gouvernement dans le secteur de l'action sociale. Permettez-moi enfin de rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui avait chargé son gouvernement d'étendre la couverture sociale à toutes les catégories de la population, tel qu'indiqué dans le 4e axe de son projet de société, je cite, « Ensemble, poursuivons la marche ». Irène Marie-Cécile Boku-Kimbatsa, en sa qualité de ministre en charge du social, a attiré l'attention de ses services en ces termes. Je voudrais vous rappeler que le programme n'est pas une opportunité donnée aux uns et aux autres pour résoudre leurs cas sociaux. Les contrevenants s'exposeront à des sanctions, y compris judiciaires. Les ressources déboursées par le gouvernement et ses partenaires financiers sont l'expression de la solidarité nationale envers ceux qui sont dans le besoin, et nous veillerons à la stricte application de cette maxime. Au total, 70 000 ménages et individus vont bénéficier des transferts monétaires lancés par le Premier ministre, chef du gouvernement. Et ces moyens logistiques remis au programme national des filets sociaux vont faciliter le déploiement des acteurs du dit programme dans les profondeurs du pays. L'humanité commémore aujourd'hui la journée mondiale de l'humanitaire. Ici au Congo, la commémoration de cette date a été placée sous un autre format qu'à l'habitude. Les ministres Irène Marie-Cécile Boku-Kimbatsa en charge de l'humanitaire et Jean-Luc Montou de l'enseignement général, un département ministériel fortement affecté lors des catastrophes naturelles. Les ministres, disais-je, ont réuni les humanitaires pour s'enquérir de leurs doléances. Témoin de l'événement, Serge Bruno Mienata que nous retrouvons. En lieu et place d'une déclaration solennelle du gouvernement, la Journée internationale de l'humanitaire est marquée cette année par cette rencontre anticipée avec l'ensemble des acteurs impliqués dans l'action humanitaire. Corps médical, sécurité civile, marins, ONG, personnel du ministère en charge de l'humanitaire, la presse et bien d'autres structures ont fait part de leurs doléances dans l'accomplissement du devoir humanitaire. Reconnaissant leur sens élevé d'altruisme et l'ampleur des risques pris pour sauver des vies, ces deux ministres du gouvernement ont félicité les humanitaires tout en les exhortant à se préparer aux prochaines opérations. Soyez fiers de vous parce que nous sommes debout et au chevet de nos compatriotes. Après les techniciens appelés à une mission de suivi et évaluation de l'action que nous avons menée sur le terrain, nous allons envisager l'avenir. On va devoir s'adapter à ces différentes situations, faire que les populations soient véritablement résilientes par rapport à toutes ces situations et pour que nous puissions, l'espèce humaine puisse continuer de prospérer, à défaut d'appeler à sa distinction en fonction évidemment des éléments de la nature qui sont en train de s'acharner sur l'espèce humaine. Les discussions de cette rencontre qui venait juste après, celle avec les partenaires techniques et financiers concernés par la réponse humanitaire, serviront de bréviaire aux humanitaires congolais. Et puis, place à cette information Cafard 2. Vous vous souvenez certainement que l'étudiant Van Banner Ibarra, évoluant à la faculté de droit de l'université Mariangwabi, a été froidement assassiné par les bébés noirs faisant partie des écuries Désert et Force 24, un acte barbare condamné par tous. Ce matin, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Brazzaville, André Okongakala, est descendu sur les lieux du meurtre pour la reconstitution des faits. Aussi, a-t-il visité le site où est détenu les bébés noirs arrêtés dans le cadre de l'opération Coup de poing. Destin Patience Ouadjabantou.
Pour éclairer la lanterne des Brazzavillois sur cette situation macabre, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville, accompagné du commandant territorial des forces de police et du représentant du commandant de la région de gendarmerie de Brazzaville, avec à leur côté les éléments des forces de l'ordre, a effectué une descente sur les lieux de ce meurtre pour la reconstitution des faits. Il y a malheureusement un crime de sang qui venait d'être commis par deux groupes de criminels appelés Force 24 et Désert, dans la nuit du 12 au 13 août 2024, aux environs de 2h30 du matin, au quartier Talangay. Crime commis sur la personne du nommé Ibarra Van Bauer, étudiant en deuxième année de droit à l'université Marien Ngouabi. Après avoir réalisé leur forfait, l'assassin s'est permis d'amputer le pied de la victime et s'est précipité de l'enterrer dans une fosse de circonstance à Kintélé. Faisant une pierre deux coups ce même lundi 19 août 2024, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville, André Gakala Oko, a procédé à la visite des bébés noirs, Koulouna et autres personnes arrêtées et pris dans le cadre de l'opération Coup de poing, actuellement en détention provisoire dans les locaux de la CNCS de la Tchémé. Au titre d'interpellation, 715 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles 396 personnes de nationalité congolaise, 319 personnes de nationalité étrangère. Au titre des perquisitions et saisies, 79 motocyclettes, 18 machettes, 3 armes de guerre et 6 chargeurs, plusieurs types de drogues et produits psychotropes, 125 kg de chanvre indien et d'autres drogues de diverses natures. 247 personnes sont actuellement en garde à vue et à l'issue de l'enquête menée à leur encontre, ils vont être déférés au parquet de la République. Placés sous mandat de dépôt pour la suite de l'instruction, ces bébés noirs et tigres papiers vont comparaître devant la barre dans les jours prochains. Pendant ce temps, les acteurs agricoles se préparent pour la prochaine campagne agricole, un engouement qui se fait également sentir du côté du ministère de l'Agriculture, plus précisément dans les différentes zones agricoles protégées. Le ministre de tutelle, Paul Valentin Gobo, a fait la ronde de quelques apps à travers le pays. Le point avec Herman Babiessa. La zone agricole protégée de Mpouya, elle s'étend sur 100 hectares. Les opérations de préparation du sol sont très avancées. Sur le terrain, pour apprécier la qualité du travail, le ministre Paul Valentin Gobo a échangé avec les agriculteurs. À la ZAP d'Inoni-Falaise, en cours d'extension sur 400 hectares, l'équipe du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a procédé au contrôle du travail d'entretien du manioc. Sur le site de la deuxième ZAP avicole de Bambou Mingali, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a constaté l'avancement des travaux. C'est un projet très intéressant puisqu'il correspond à cet objectif, celui de la réduction des importations des produits d'origine animale. Et vous savez très bien que le poulet de chair arrive en tête. Ce site aura des effets directs en termes d'emploi, comme je l'ai dit, en termes de sécurité alimentaire, parce que ça va fournir beaucoup de poulets sur nos marchés, mais aussi en termes d'emploi indirect. C'est-à-dire que pour nourrir, par exemple, ces poussins, il nous faudra, donc du début à la fin, il nous faudra l'équivalent de 1388 hectares de maïs. Ce qui veut dire qu'il nous faudra mobiliser d'autres acteurs dans le pays pour produire ce maïs. Ça, c'est la matérialisation de la vision du chef de l'État. Et ici, vous avez une activité agro-industrielle qui s'installe. Mais les jeunes de Bambou trouveront forcément du travail ici. Près d'une centaine de jeunes ouvriers roulent leur bosse ici. Si tout se déroule comme prévu, l'ouverture officielle de cette ZAP pourra intervenir avant la fin de cette année. Les métiers de l'audiovisuel attirent de plus en plus les jeunes. L'association des techniciens professionnels de l'audiovisuel que dirige Sax Gampio, qui est un technicien ici à Télécongo, a formé le week-end écoulé des jeunes venus de plusieurs arrondissements de Brazzaville, comme quoi il faut sortir la jeunesse de l'oisiveté en lui rendant utile dans la société. Dadzi Evrad Osila.
La formation un sacerdoce pour l'Association des techniciens professionnels de l'audiovisuel. L'ouverture de la 4e édition de la formation au métier de l'audiovisuel fait salle comble. De la collecte à la diffusion, du cadrage au montage, de la lumière à la réalisation, SAS Gompion ne déroge pas à la règle avec pour cette année quelques innovations. Cette session de formation porte sur plusieurs thèmes tels que le système architecture d'un studio de télévision, les bases du cadrage, les mouvements de la caméra, le travelling optique, latéral, circulaire et compensé, les raccords. En présence du député Alban Kaki et de Jean Gompio, consultant aux questions sociales au ministère de la Communication et des Médias. Au centre de toutes les attentions, plus que jamais, la formation est l'oxygène des révolutions pour s'adapter aux évolutions et aux nouveaux besoins de la société. La formation a su poser les bases pérennes à travers le monde des révolutions économiques, techniques et etc. Je voudrais adresser mes très sincères félicitations au porteur de ce projet, le jeune Sax Ngampio. En un petit mot, sois béni mon petit. Prenant part active, les jeunes s'ajoutent avec cette 4e édition, une autre flèche à leur arc pour dessiner l'avenir. Aujourd'hui, je peux apprendre un métier, mais l'environnement évolue tellement vite. Les métiers de l'environnement aujourd'hui, les métiers de l'intelligence artificielle, il est important qu'un jeune puisse être polyvalent, pour qu'il puisse saisir la moindre opportunité qui passe devant lui. C'est pour permettre à ce que nous puissions apprendre et enregistrer. Et à base de cette formation, nous voulons avoir un avenir bien dessiné et bien cadré. L'univers des médias audiovisuels s'élargissant, le besoin de personnel bien formé et à même de manier des nouvelles technologies s'est fait sentir et justifie cette initiative qui prendra fin le 31 août prochain. Le ministère des Transports, par l'entremise du directeur de cabinet du ministre Saï, a signé ce jour un protocole d'accord du plan de digitalisation dans le domaine des transports avec le Centre de formation professionnelle des ports et de digitalisation des entreprises. Archie Louzala nous en dit un peu plus. Suite à l'atelier sur la mise en œuvre de la plateforme digitale pour la régulation des transports en République du Congo, une signature du plan de digitalisation est paraphée entre le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande par le biais du directeur de cabinet du ministre des Transports, Albert Massuemé, et le Centre de formation professionnelle des ports et de digitalisation des entreprises. À partir d'aujourd'hui, le ministère a sous son regard le miroir, c'est le monitoring, qui est la feuille de route. Qu'est-ce qui va se passer toutes les semaines à partir de maintenant jusqu'à la fin de cette année? Mais il va se passer qu'on va faire maintenant des travaux internes avec chaque structure pour que tout ce qui était manuel, non digitalisé, papier, devienne numérique. Donc, c'est ce qu'on appelle vivre en zéro papier. Peu avant cette signature, les recommandations du dit atelier ont été présentées par le conseiller à la marine marchande, Gaston Mombo, signalant que cette signature est la réponse aux attentes du ministère des Transports qui souhaite voir son secteur être digitalisé dans les meilleurs délais. Dans le même registre, le décret du Premier ministre régissant l'activité de transport public de passagers par motocycle a fait l'objet d'une communication du directeur départemental des transports terrestres du Poul à l'endroit des acteurs de ce secteur à Mindouli. On découvre la teneur avec Réel Tony Luboko. Fini l'imbroglio autour de la gestion du transport public de passagers par motocycle à Mindouli. Cette séance d'information entre le directeur départemental des transports terrestres du Poul, Pichu Lebela, avec les conducteurs avait pour but de vulgariser le décret du Premier ministre portant réglementation de l'activité de transport public des personnes par motocycle afin d'assurer son applicabilité dans ce district. Il était de bonne loi pour le département du Poul en général et en particulier Mindouli, d'être en communion avec le décret du Premier ministre afin que ces derniers puissent s'arrimer à tout ce qui est recommandations liées à l'exercice de leur activité, notamment sur le port de casque, être bénéficiaire d'une immatriculation et avoir un permis de conduire de catégorie A. Les conducteurs des motocycles, qui savent désormais à quoi s'en tenir, ont promis de se conformer à cette nouvelle réglementation. Il n'y avait pas l'information. Maintenant, comme s'il y a l'information, on va quand même s'efforcer pour avoir les matriculations et les judies.
par rapport à l'activité que nous faisons, c'est très dangereux. Donc, ce que je vais conseiller aux autres, venir enregistrer ici au niveau de la mairie. Puisque c'est la logique, si nous nous mettons à respecter ces règles, ce serait une bonne chose. Pichu Lebela a averti les conducteurs des motocycles de Mindouli que le non-respect des dispositions du présent décret les expose au paiement des amendes allant jusqu'à la suspension de l'exercice de leur activité. Et en bref, dans le cadre de l'actualisation du fichier national des activités des transports terrestres, la Direction générale des transports terrestres a lancé une campagne de recensement depuis le vendredi 21 juin 2024. Cette campagne se poursuit jusqu'au lundi 30 septembre 2024. Sont concernés les chauffeurs taxis, taxis collectifs 100, motos, minibus, autocars, camions, engins, les propriétaires des véhicules, personnes morales ou physiques. Les intéressés sont invités à se présenter munis de leurs documents d'identité, carte nationale d'identité, passeport, NIU, RCCM, récépissé, leur permis de conduire et leur carte grise. Le recensement se fera à l'agence digitale de la DGTT située sur le boulevard Denis Sassou Nguesso en face du ministère des Télécommunications ou en ligne via recensement.dgtt.cg. Dans la suite du journal, à Ouesso, 28 agents des douanes évoluant à la direction départementale des douanes et droits indirects de la Sangha ont prêté serment la semaine dernière conformément au code douanier CEMAC. C'était à la faveur d'une audience solennelle officiée par le président du tribunal de grande instance de Ouesso. Suivez. Je le jure, je le jure. C'est en ces termes que les 28 agents de douane de la Sangha ont prêté serment tour à tour, la main droite nue levée devant le tribunal de grande instance de Ouesso. Dans son réquisitoire, le procureur de la République près le tribunal, Igor Ossété, a d'abord éclairé l'auditoire sur la notion du serment avant de faire le tour d'horizon de tous les pouvoirs et obligations qui reposent sur les douaniers assermentés et les missions qui leur sont assignées. En prêtant ce serment, vous inaugurez une nouvelle fonction en réalité que vous n'avez pas. Vous devenez des auxiliaires de justice. Et à ce titre, vous procédez donc à la recherche et la constatation des lois pénales. Ces mêmes missions ont été reprécisées par le président du tribunal de grande instance de Ouesso. Votre mission de recouvrement des recettes douanières ne doit cependant pas laisser en marge la mission de contrôle et de surveillance des frontières que vous exercez en partage avec les autres administrations. Au terme de cette audience solennelle des prestations de serment, le directeur départemental des douanes et droits indirects de la Sangha, Christian Bangala Mundele, et le chef du bureau principal des douanes de Ouesso, Roger Moboma, ont exprimé leur sentiment de satisfaction et l'intérêt de prêter serment. Aujourd'hui, nous venons d'accomplir cet acte. Vraiment, c'est une joie énorme pour nous. Désormais, les actes que nous aurons à poser s'inscrivent dans la dynamique de ce que nous avons dit devant le juge. À noter que c'est pour la première fois qu'une audience solennelle de prestation de serment des agents de douane se tient dans le département de la Sangha. Voilà, vous avez donc pu reconnaître le thème vocal de Lisette Atchono. On reste dans l'Iterland pour parler de la reprise difficile des activités dans les zones inondées. Les commerçants de Mosaka, Makotipoko, Lukolela et de Liranga qui ont tout perdu pendant ces crues. On appelle à une aide multiforme du gouvernement et des agences d'aide internationale pour espérer relancer leur activité. Ils ont dit à la mission conjointe gouvernement-Nations Unies dans le cadre de la collecte des données en vue de l'élaboration de la stratégie de relèvement post-inondation. Alexis de la Rivière. À Lukolela, Makotipoko et dans d'autres localités durement touchées par les inondations de 2023, le commerce peine à retrouver son niveau d'antan. L'ampleur des dégâts matériels et financiers enregistrés par les commerçants persiste, rendant ainsi la reprise des activités extrêmement difficile. Ces commerçants qui ont tout perdu sollicitent l'aide du gouvernement et des agences internationales de développement. Il y a certains qui ont perdu les trucs alimentaires, il y a d'autres qui ont perdu les groupes électrogènes. Si le gouvernement pouvait nous financer, ne fût-ce que le tiers de ce que nous avons perdu, ça serait une bonne chose pour que nous puissions redémarrer les activités correctement. Ruth, la trentaine révolue, est une jeune commerçante évoluant dans le district de Lukolela.
Pour faire face aux défis de relance de son commerce, elle s'est vue obligée de licencier 4 de ses employés. Elle a ensuite diversifié ses activités. Chaque jour, elle se bat pour joindre les deux bouts et maintenir son commerce à flot. J'ai perdu au fait tout mon matériel, des congélateurs, la machine à laver, l'ordinateur bureautique. Et quand j'ai essayé de voir un peu évaluer le coût financièrement, ça me fait 1 800 000 et quelques mille. Comme Ruth, Mbola est un armateur et fabricant de baleinières essentiel pour les transports fluviaux au village Njundu dans le district de Liranga. Depuis le retrait des eaux, Mbola peine à remettre son entreprise sur pied et lance un appel d'aide au gouvernement et à ses partenaires pour rénover son bateau et relancer son activité indispensable à la survie économique de sa communauté. La réfection totale de ce bateau peut coûter au-delà de 3 millions de francs CFA. Si l'État peut nous aider financièrement, cela sauvera nos familles. Sans intervention rapide et efficace en faveur des commerçants des zones inondées, ces derniers risquent de ne jamais se remettre des pertes causées par ces crues. Je l'ai dit en titre, la centrale hydroélectrique du Djoué, dans le 8e arrondissement de Brazzaville, Madibou, en arrêt depuis 2007, a été concédée à la société Hydro-Opération Internationale. Un audit technique de cette infrastructure électrique a été lancé en vue de permettre à cette entreprise d'élaborer son plan détaillé d'investissement. C'était à la faveur d'une visite guidée des installations de cette centrale par la délégation mixte ministère de l'Énergie et de la Société Hydro-Opération Internationale. Les détails avec Nevi Krisnel Mundelengolo. L'audit technique de la centrale hydroélectrique du Djoué dans le 8e arrondissement de Brazzaville-Madibou a débuté par cette réunion au cours de laquelle le directeur du cabinet du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Frédéric Maniens, a tenu à rappeler à la société concessionnaire Hydro-Opération International l'objet de cette visite ainsi que quelques dispositions de la convention de concession signée en 2022. Il s'agit en l'occurrence, en ce qui concerne le barrage du Djoué, de procéder à un audit technique. De cet audit va découler donc votre plan d'investissement. Le transfert du personnel, on fait application des dispositions de l'article 45 du Code du travail. Le concessionnaire devra reprendre le personnel attaché à la centrale hydroélectrique avec le maintien de tous les avantages et ancienneté acquis antérieurement. À l'arrêt depuis 2007, suite à son ennoiement, cette centrale n'est plus que l'ombre d'elle-même. Aussi, la société Hydro-Opération International, qui s'est engagée à lui redonner vie, a-t-elle passé en revue toutes ses composantes. Le hall, la salle des machines, le poste extérieur 30 000 kV arrivé Mbono, le canal de fuite, les cheminées d'équilibre des conduites forcées, le barrage, la prise d'eau, le déversoir, la salle de contrôle, les digues de protection de l'usine, bref, presque tout a été inspecté. Donc on était bien au courant, quand on a postulé pour être concessionnaire, de l'étendue des travaux, à la fois de ce qu'est Djoué, de ce qui existe, parce qu'il y a une vraie valeur dans ce qui existe, et de ce qu'il y a à faire. On a un certain nombre de questions qui sont à résoudre, entre autres un contrat d'achat d'électricité qui reste à mettre en place, qui est un élément clé pour un privé, pour pouvoir investir de l'argent dans un projet comme Djoué. Dorénavant fixé sur l'ampleur et la nature des travaux à réaliser à la centrale hydroélectrique du Djoué, Hydro-Opération International se livrera au même exercice à la centrale hydroélectrique d'Imboulou, dont elle est également concessionnaire via sa filiale Néa Imboulou. À présent, je vous propose de suivre ce reportage relatif aux travaux de la 2e revue trimestrielle des activités de santé de la Lekoumou. Le commentaire est signé Prince Honneur Abanzono. 2 jours durant, les 50 participants venus de Sibiti, Komono, Zanaga, Bambama et Mayeye ont planché sur les performances de chaque structure sanitaire en exposant sur leur fonctionnement avant d'envisager les perspectives. Ce, dans le cadre des travaux de la 2e revue du 2e trimestre des activités de la santé de la Lekoumou. Le directeur départemental des soins et services de santé exprime ici sa satisfaction. Le travail que vous allez observer cette fois-ci, vous étiez à la dernière revue, vous constaterez les améliorations, c'est le travail de groupe.
Je l'ai même dit, le travail était vraiment centralisé à un seul endroit. Il y avait un chef de secteur opérationnel qui faisait tout et faisait valider par monsieur le directeur qui n'avait pas le choix en fait. Ça donnait l'impression que les autres ne voulaient pas participer, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas associés. Cette fois-ci, nous avons pensé que chacun, à quelque niveau qu'il se trouve, doit apporter du sien. Et nous sommes en train de les booster, ce n'est pas facile, mais nous arriverons. Le siège de la Fondation Congo Assistance à Mosunda a servi de cadre à ces agents de santé pour prendre un nouvel élan dans la gestion et le fonctionnement de ces entités sanitaires, car la santé demeure une préoccupation majeure pour tous. Un mot en politique, la 4e session ordinaire du Conseil fédéral du PCT Bwenza s'est tenue récemment dans ce département. Plusieurs points ont été examinés, entre autres la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation ainsi que le projet de budget exercice 2024 de ce Conseil fédéral. Commentaire d'Eric Kumba Makebo. Le projet du rapport d'activité 2023 du secrétariat fédéral, le projet de l'exécution du budget exercice 2023, ainsi que le rapport de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation. Voilà entre autres points examinés et adoptés au cours de cette 4e session ordinaire du Conseil fédéral du PCT Bwenza. Cette session a pour objectif de faire vivre notre grand parti et surtout bénéficier des orientations nouvelles afin de mieux projeter notre fédération dans les enjeux du moment et dans les enjeux futurs de notre pays. Il était bon, après tous les autres départements, que nous aussi nous mettons aux normes pour que nous retrouvions au niveau de tout le parti un fonctionnement normal. Et nous sommes sûrs que nous avons réussi à le mettre en orbite pour affronter les grandes échéances qui se pointent à l'horizon, notamment le congrès qui se tiendra l'année prochaine. Au terme des travaux, les participants ont adressé 2 motions, l'une de soutien au président Denis Sassou Nguesso, président du comité central du PCT, et l'autre de confiance à Pierre Moussa, secrétaire général du PCT. Direction Alger en Algérie, dans le cadre de la coopération culturelle entre ce pays et le Congo. La directrice générale du mémorial Pierre Savognon de Brazza est en visite de travail là-bas depuis quelques jours. Dans la capitale algérienne, Belinda Ayessa, accompagnée de l'ambassadeur du Congo dans ce pays, a visité le musée public national des Beaux-Arts avant d'avoir une séance de travail avec la directrice de ce musée millénaire datant du XVIIe siècle. Commentaire Edvel Delis Mampassi. À Alger, la capitale algérienne, la directrice générale du mémorial Pierre Savognon de Brazza a débuté son séjour de travail par la visite du musée public national des Beaux-Arts. Elle est accompagnée d'Ignace Ngakala, ambassadeur du Congo en Algérie. Dans ce musée millénaire datant du XVIIe siècle, Belinda Ayessa a été impressionnée par la beauté de cet espace muséal, considéré comme l'un des plus emblématiques et le plus important du continent africain. C'est simplement impressionnant, tant dans le contenu que le contenant. Je pense qu'on vient là de sceller un lien avec ce musée qui permettra justement au mémorial Pierre Savognon de Brazza, dont j'ai la charge, de gagner aussi un peu plus en épaisseur. Je suis très heureuse non seulement de la visite, parce que c'était extraordinaire. On nous a plongé dans l'Algérie ancienne. C'était formidable. C'est un exemple de résilience, c'est un exemple de volonté de construire la culture d'un pays, de mettre en avant l'authenticité d'un pays, mais aussi regarder la nécessité de faire en sorte que le mémorial le Savognon de Brazza soit mieux connu également ici. Et il est important de rappeler quand même que l'Algérie a été l'avant-dernière demeure de Pierre Savognon de Brazza.
Brazza. C'est ici que Savona de Brazza a été enterré en 1908 avant d'être transféré, exhumé et transféré à Brazzaville en 2006. Donc pour moi aussi c'est un moment de grande émotion et aussi ça nous permet justement de rappeler ce passage important, mais aussi de raffermir des liens culturels entre ces institutions, ces grandes institutions, et le mémorial Pierre Savona de Brazza. Après la visite guidée de ce lieu riche en histoire de la culture algérienne, Belinda Yessa, qui avait à ses côtés quelques personnalités du ministère de la Culture et des Arts, a eu une séance de travail avec Delila Onfali, directrice du Musée public national des beaux-arts algériens. Les deux parties se sont convenues de préparer un mémorandum qui sera signé sous peu. Voilà qui met un terme à cette édition d'information que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter pour cette nouvelle semaine qui démarre. Le Sage nous motive avec un message d'union dans l'effort. Le fardeau supporté en groupe est une plume. Je vous souhaite une fructueuse semaine. À demain.